Radio Libre Expression. Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui on a le plaisir d'avoir sur Radio Libre Expression Hervé Constantin. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, qui est Hervé Constantin? Présentez-vous. Bien, je suis militaire depuis plus de 30 ans, marié, 3 enfants, et une de mes passions, c'est l'écriture. Vous êtes ici pour parler de votre livre « Une autre vie » des éditions Les Presses du Midi. Tout à fait. Il vient de sortir là au mois de juillet, et c'est le 7e que je publie aux Presses du Midi. Au début de votre livre, Hervé, vous donnez un avertissement et vous dites que ça aurait été intéressant qu'un taliban puisse prendre la parole, mais quand même vous le faites dans votre livre. Expliquez-nous un peu. Je ne leur donne pas vraiment la parole, mais comme ils sont omniprésents sur le terrain, il est évident que, comme je le dis, ils conditionnent l'histoire. Que s'il n'y avait pas les rebelles, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'histoire. L'Afghanistan serait un pays tranquille, une démocratie peut-être un jour, mais donc ils sont là et dans mon livre évidemment que j'en tiens compte. Alors il y a plusieurs personnages dans votre livre, mais on va dire aux auditeurs de Radio Libre Expression que c'est un roman que vous avez fait qui est quand même basé sur certains faits réels. C'est une histoire inventée sur un fond réel, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé en fait. Puisque moi je ne parle que de la période du premier semestre 2011, puisque j'étais là-bas, je décris des paysages et je décris notamment le temps comme il était en 2011, donc ça a changé depuis, je ne parle pas de ce qui s'est passé après juillet 2011. Mais oui, le fond, la trame de fond est réelle, oui. Alors dites-nous un peu les principaux personnages de votre livre. Il y a Naïma, il y a Malek, Hassan, Moussa et Bastien. Voilà, en fait c'est Bastien et Naïma, deux personnages, un jeune soldat français et une jeune fille afghane, une petite fille afghane. C'est pas une histoire d'amour du tout, mais ils se rencontrent, ils échangent un regard un jour où lors d'une passe français investissent ce qu'on appelle une kala, donc une maison afghane, genre de grande propriété fermée par de hauts murs. Ils se croisent, il se passe quelque chose, mais ces deux personnages me permettent de confronter justement les regards, de confronter éventuellement les cultures et de raconter une histoire. Ils se voient au début du livre et ils se revoient plus ou moins à la fin, mais leur contact s'arrête là. Et Malek dans l'histoire, c'est le père. Le Malek, c'est le chef du village. C'est le chef du village et il se trouve que pour mon histoire, le Malek, c'est le père de Naïma. Certains chefs du village travaillent avec la force française, plus ou moins, et pour des projets de développement par exemple. Donc le Malek dont je parle dans ce livre est un Malek qui aimerait bien que son village profite de la progresse et des commodités, des choses comme ça. C'est un Malek qui aimerait bien ne pas vivre au Moyen-Âge, quoi, on va dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la situation en Afghanistan que il n'y a pas beaucoup donc d'infrastructures à cause de la corruption? Est-ce que vous pouvez dire un mot, Hervé, sur cela, de ce que vous pouvez savoir? Je ne parlerai pas pour le futur ni pour ce qui se passe actuellement, mais il y en a eu, il y en aura toujours. Et dans ces pays-là, de toute façon, c'est endémique. Oui, il y en a à tous les niveaux. C'est malheureux parce que c'est vrai que quand on voit des images de ce pays, comme vous dites, on dirait un petit peu le Moyen-Âge. Donc c'est pas parce que les gens le veulent, mais c'est parce que les finances ils disparaissent dans la poche soit du président en place. Il y a énormément d'autres facteurs qui font que ce pays est en guerre depuis pas mal de temps. La stabilité n'est pas là. Comment vous voulez faire du développement s'il n'y a pas de stabilité? Donc, déjà. Alors, parlez-nous aussi des fils de Malek. Le fils du Malek, dans mon livre, c'est Hassan, donc le frère de Naïma, et qui est récupéré par les talibans, comme beaucoup d'enfants. Il a 17 ans, il est largement en âge de se battre, et les talibans, par l'intermédiaire de son oncle, qui fait partie, lui, de la mouvance extrémiste, il récupère
le jeune homme pour lui faire la guerre. En faisant cela, comment réagit sa sœur Naïma? Ben, elle est petite, hein, elle n'a pas droit à la parole. De toute façon, là-bas, les femmes n'ont pas droit à la parole, donc les enfants filles encore moins. Hein. Donc le père déjà n'a pas pu s'y opposer dans mon histoire. La petite fille, ben, à part pleurer, et dire qu'elle est malheureuse plus ou moins, c'est tout. Ils ont quand même quelques années de différence d'âge, et puis les rapports garçon-fille, même dans une même famille, sont quand même pas forcément à l'image des nôtres. Hein. Alors Bastien, le personnage donc qui est un soldat français, est-ce qu'on peut dire qu'il représente la majorité ou c'est une minorité des soldats qui peuvent être là-bas? Non, Bastien est l'archétype j'ai pris les gens que j'ai vus, les gens que je connais. Bastien est l'archétype du soldat français, du jeune soldat qui n'a pas encore arrive, qui découvre la violence, qui découvre ce qu'on appelle une opération extérieure. C'est ce que j'ai voulu en tout cas, j'espère que je l'ai traduit comme ça. C'est ce que je voulais. Bastien est un jeune qui était plein de fougue, hein, mais il s'aperçoit que la guerre, c'est pas un jeu, quoi. C'est un jeune, comme on en voit là-bas, qui est confronté. Vous savez, les jeunes qui sont revenus, parce qu'il y en a qui sont pas revenus, les jeunes qui sont revenus sont quand même marqués. Hein. Déjà, tous ceux qui sont allés, qui ont vécu des événements le sont, alors les plus jeunes encore plus. C'est vrai, c'est bien de le rappeler, ça. Ils sont marqués, il y a un traumatisme. Oui, il faut les prendre au sérieux, il faut les écouter, et puis après... Ils n'oublieront pas, on ne demande pas d'oublier, mais il faut qu'ils arrivent à gérer tout ça, quoi. Vous soulevez des questions intéressantes, mais vous y répondez pas forcément. C'est dû à cause du devoir de réserve. Que le roman poserait plus de questions que ne donnerait de réponses, parce que chacun doit trouver un petit peu sa réponse, réfléchir à ces situations-là, à l'engagement de la France, par exemple, etc. Moi, je ne me permettrai pas de donner de réponse à ces questions-là. Oui, moi, bon, comme je suis pas soldat, même si je serais soldat, j'aurais démissionné moi personnellement le premier jour, parce que je pense, comme beaucoup de personnes, que c'est vrai qu'il y a beaucoup de guerres, même là on parle de la Syrie en ce moment, il y a beaucoup de choses qui font que, des fois on se demande pourquoi notre pays, la France, s'engage dans des pays lointains. Alors non, moi je suis militaire d'actif, hein, j'ai le devoir de réserve, et de toute façon je ne parlerai jamais ni de ce qui va se passer dans le futur, ni de pourquoi de l'engagement de la France, tout simplement parce que notre chef des armées, qui est le président de la République, quel qu'il soit, donne des ordres à son état-major et nous on obéit. Et si ce n'était pas le cas, je veux dire, l'armée n'a pas, on est en démocratie, l'armée elle fait ce que lui dit son chef des armées. Là, moi je veux bien être très clair là-dessus, et j'ai pas d'état d'âme. Hein. Sinon c'est la Birmanie, c'est voilà, hein, je veux dire non. Je vois, mais il faut rappeler, bon moi je vous dis ce que je pense, et ici c'est Radio Libre Expression. Si vous pouvez dire ce que vous pensez, moi je ne dirais, je dirais que ce que j'ai écrit dans le livre. Par exemple, là on a vu récemment que ça a choqué certains, même dans le Parti Socialiste, que François Hollande, le président en place, a dit que c'est la France qui avait livré donc aux Allemands, aux Veldiv, là, ce qui s'est passé, etc. Tout ça pour dire que finalement, le soldat, le policier, doit des fois désobéir à des ordres qui sont contre l'éthique humaine. Peut-être à cette époque-là, oui. Je pense que certains n'auraient enfin. Mais c'est difficile. J'ai écrit aussi un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Tout n'était pas blanc et tout n'était pas noir, et les gens ont eu des choix à faire. Bon, pas là, hein. Là, on va pas faire révisionnisme, mais là c'était complètement affreux et la France est totalement coupable de ce qu'elle a fait. Bon, qu'ils le disent ou qu'ils le disent pas, ça changera rien, c'est l'histoire. Maintenant, il y a des fois où oui, le militaire est en droit de ne pas obéir, mais enfin c'est rare, hein, quand même. Hein. Ah, c'est rare, mais ça peut exister. Oui, ça peut exister, c'est même marqué je pense que c'est marqué dans nos textes. Hein. Bon, mais il faudrait vraiment qu'on nous demande de tuer père et mère, quoi. Hein. Là, on est en mission en Afghanistan, on intervient, on se défend. D'ailleurs, on n'attaque pas, hein. On fait des patrouilles, etc. et on se fait tirer dessus. Donc, on répond. Voilà, hein. C'est ça notre guerre, en fait. Hein. Et on est sous mandat de l'ONU, etc. Donc, je veux dire, c'est tout à fait illégal. En Irak, il y a eu certains soldats américains. Bon, ils sont très très peu, mais quand même, je tiens personnellement à les féliciter. Ils ont démissionné. Certains se sont réfugiés au Canada. Bon, on peut appeler ça des déserteurs. Certains peuvent voir les choses comme cela. Chacun vit les choses à sa manière et vit les choses selon sa conscience. Il y a pas, moi, j'ai pas à juger qui que ce soit. Hein.
Moi, je trouve qu'ils ont été courageux parce que après ils se sont rendus compte qu'ils faisaient une guerre politicienne et pour le pétrole, etc. Donc, c'est bien que certains soldats se rendent compte de ça et désobéissent aux ordres. Moi, je pense. Hein. On s'éloigne totalement du sujet du bouquin là. Et voilà. Non, mais je tenais quand même à dire, enfin, ce que je pense et ce que beaucoup de personnes pensent. Alors, on va revenir donc à votre livre, Hervé. S'il vous plaît, merci. Bastien. Combien de temps il reste donc dans... Alors, les mandats de nos soldats, le mandat que j'ai fait aussi, moi j'étais en état-major, hein, donc les mandats qu'on fait sont de 6 mois. Et 6 mois c'est déjà long, croyez-moi. Ah oui. Ces soldats, ils sont, je vais dire, ils peuvent pas inviter leur famille, quoi. On est en guerre, hein, c'est pas possible. C'est pas possible. On est même en danger dans l'intérieur des bases. C'est sûr que les familles, elles n'ont pas leur place. Elles n'ont pas leur place là-dedans. Hein. Oui, c'est vrai, mais bon, pour celui qui est célibataire, c'est peut-être un petit peu plus facile, mais ceux qui ont leurs enfants qui ne les voient pas grandir, évidemment, vous me direz aujourd'hui, avec la technologie, avec Skype, etc., il y a, les soldats, ils communiquent avec leur famille. Est-ce que vous pouvez dire un peu sur ça, Hervé? Oui, on communique tous les jours si on veut, par Internet, Facebook, n'importe comment. Le tout, c'est de ne pas dire n'importe quoi, ça c'est déjà vu. Et quand il y a un décès chez nous ou quelque chose, il est évident qu'il y a ce qu'on appelle la bulle de silence, et pendant jusqu'à ce que les familles soient prévenues, on n'a plus de réseau téléphonique, on n'a plus d'internet, etc. Mais c'est tout à fait logique, tout à fait bien accepté, parce que imaginez qu'une famille en deuil apprenne que son fils vient de mourir par le journal télévisé parce que l'info est partie trop tôt, ou par un simple, c'est déjà arrivé en plus, par un simple SMS d'un copain qui croyait bien faire. Non, c'est pas comme ça. Mais oui, une fois sur le terrain, il y a des liaisons pour communiquer avec la famille sans problème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi, Hervé, sur votre roman? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou qui pourrait aider les personnes à comprendre la situation en place? Je pense, oui, ce que vous dites, aider les gens à comprendre un petit peu ce qui se passe et à comprendre les réticences à parler de leur famille quand ils arrivent de telles missions. Sur mon blog, il y a déjà eu des avis et notamment des billets, et notamment un qui est fait par une dame que j'adore qui est au Liban. C'est une religieuse que j'ai rencontrée au Tchad, et elle a vraiment bien décrit les choses, et elle dit ce que vous venez de dire, que certaines familles oui, ça leur apporterait des éléments concrets sur la vie de leur fils, de leur frère, voilà. Et pour vous, personnellement, est-ce que ça vous aide à... Et moi j'étais en état-major, hein. Les balles ne m'ont pas sifflé aux oreilles. Bon, je sais bien qu'on est en danger même dans les bases, ça s'est bien vu, ça, par les attentats de janvier, où c'est des militaires qui faisaient leur sport, qui sont tombés. Donc, bon, on est un peu en danger partout quand on est là-bas. Ceci dit, les jeunes et les patrouilles entendent les balles leur siffler aux oreilles. Donc moi j'ai pas grand chose à évacuer, là ça s'est bien passé les 6 mois, j'ai fait mon travail d'état-major, je suis sorti 3 fois, j'ai compris ce qui se passait, j'ai rencontré des gens, même des Afghans, oh mince, une fois à Kaboul on avait rencontré une femme qui faisait partie du ministère ou quelque chose comme ça pour un projet. Bon, mais autrement on est dans les vallées, on ne rencontre que les hommes. Et j'ai rencontré des gens très avenants. Maintenant, après ce qui se passe derrière et ce qu'ils pensent, vraiment, j'en sais rien. Alors Hervé, pour évacuer le stress, les soldats qui sont en place, quel choix ils ont? Alors, donc, il y a un chapitre que j'ai consacré un peu à ça. Oui, il y a beaucoup de sport. On a possibilité de faire du sport, les soldats ne s'en privent pas. Maintenant, dans les temps, il y a un petit resto italien, il y a moyen de s'occuper, même si on n'a pas beaucoup de temps à nous, bon, c'est ça qui manque le plus. Mais quand on n'est pas en patrouille, bon, puis les gars sont fatigués, ils se reposent, on lit beaucoup, on regarde des films, l'ordinateur est très important, ainsi que les contacts avec la famille par Internet. Alors, il y a moyen de s'occuper, il y a moyen de déstresser, je sais pas, mais en tout cas d'avoir un contact privilégié, notamment avec l'extérieur, oui. Alors vous nous parlez de Vanessa, qui est la femme donc de Bastien. Dites-nous en plus.
elle fait partie de toutes nos compagnes, nos épouses qui restent à l'arrière, hein, et leur acceptation est différente selon les personnes. Maintenant, la plupart du temps, elles sont primordiales. C'est très important d'avoir de la stabilité, d'avoir une épouse solide qui gère éventuellement la maison, etc. Parce que ça joue énormément sur le moral du soldat. Si ça se passe mal en France, comment voulez-vous qu'il soit concentré sur sa mission et que ça se passe bien en Afghanistan? Voilà, c'est très important d'avoir une base arrière solide. Oui. Il n'y a pas qu'en Afghanistan, il n'y a pas qu'à l'armée. Quand je suis marin d'origine, et quand on part 4-5 mois autour du monde sur un bateau et qu'on ne peut communiquer que tous les 7 ou 8 jours parce qu'on est en pleine mer, et puis avant, je vous parle de 1987 par exemple, il n'y avait pas Internet, voilà, il faut que la base arrière soit solide aussi. Hein. Hervé Constantin, à la page 173 de votre livre, vous montrez de très belles photos. C'est un petit échantillon de toutes les photos, donc certaines sont à moi, certaines sont à deux amis que j'ai nommés, qui m'ont prêté leurs photos, que je remercie. Voilà, c'est un échantillon. Et il y a les premières photos sont celles d'un de nos camarades et de son interprète qui sont morts le 9 juin, c'est le dernier attentat qui a eu lieu là-bas, et c'est un camarade du groupement auquel j'appartiens. Donc c'est très triste. Il y a aussi une photo d'une choura en plein air. Expliquez-nous un peu la choura, c'est quoi pour vous? C'est la réunion, la choura, c'est là où on rencontre les équipes, les chefs d'équipe, notamment ceux qui s'occupent des relations avec l'environnement et avec les villageois, les locaux, se retrouvent et discutent des projets, ils font connaissance, ce qui peut être fait. Voilà, c'est les réunions. Choura, c'est une réunion, on va dire, pour résumer. Est-ce qu'à ces réunions, il arrive que vous partagez un repas ensemble? Bien sûr, vous partagez un repas, on boit le thé. Alors, en conclusion, Hervé Constantin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre livre et votre expérience là-bas en Afghanistan? Alors, pour conclure, je dirais donc que j'ai essayé de faire un petit roman qui retrace, qui explique un peu certaines situations, qui retrace un peu la vie de nos soldats, et aussi la vie éventuellement de cette jeune fille, de cette population locale qui a une culture différente. Il faut qu'on essaye de comprendre leur culture avant. Voilà, ce que je veux dire en fait, c'est que il y a les talibans et puis il y a les Afghans. Et ils ne sont pas tous forcément d'accord avec la violence. C'est pas certain, et notamment les femmes aimeraient probablement une vie meilleure et plus de liberté, moins de violence, des choses comme ça. Ce qui est légitime et ce que je pense que tous les habitants de la planète pourraient prétendre, mais bon, c'est un petit roman qui retrace la vie, qui permet de croiser deux regards différents sur ce qui se passe en Afghanistan. Très bien, merci Hervé, au revoir.